Bonjour à tous et à toutes. Donc, je ne vais pas me représenter puisque ça a déjà été fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une série de travaux que nous avons menés avec mes collaborateurs et en particulier avec le soutien de l'Institut national du cancer. Ces travaux, ils portent sur la stigmatisation des femmes enceintes fumeuses. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est la stigmatisation? Sur le plan étymologique, le stigma, ça désignait initialement un marquage qui était imposé notamment aux esclaves et aux criminels. Et depuis Goffman, c'est le sociologue qui introduira le concept dans les années 60, on définit classiquement le stigma comme un attribut qui discrédite profondément une personne en vertu de son apparence, de ses appartenances groupales ou de certains de ses comportements qui sont perçus comme déviants. Alors la stigmatisation, elle se manifeste à différents niveaux, de différentes façons. En population générale, on parle de stigma public. Alors il s'agit des stéréotypes, des émotions et des comportements que l'on ressent et que l'on adopte face aux personnes stigmatisées. On parlera également du stigma structurel, c'est celui qui peut se manifester dans les structures sociales, notamment éducatives, médicales ou médico-sociales. L'autostigma, c'est celui que l'on retrouve chez la personne stigmatisée elle-même, parce que les personnes stigmatisées, elles peuvent évidemment percevoir les attitudes sociales négatives qu'elles suscitent, mais elles peuvent également les internaliser et donc adopter une vision très négative d'elles-mêmes. Et pour finir, ce qu'on appelle le stigma par association, sur lequel il y a beaucoup moins de travaux, mais ça concerne les proches des personnes stigmatisées, par exemple leurs conjoints, leurs parents, leurs enfants, qui peuvent faire l'objet de phénomènes de stigmatisation qu'on pourrait dire secondaires. Alors, concernant les fumeurs, on observe depuis de très nombreuses années des changements dans la façon dont ils sont perçus. Les politiques de santé publique visent à dénormaliser le tabagisme. Et puis, de façon plus générale, la bonne santé, c'est devenu une valeur cardinale, c'est-à-dire un objectif qui est valorisé et surtout perçu comme dépendant en très grande partie de l'individu, de son comportement, de ses décisions. Pour toutes ces raisons, il y a différents auteurs qui ont proposé de mobiliser ce cadre conceptuel de la stigmatisation dans le cas du tabagisme. Ce cadre-là, il était classiquement plutôt appliqué à d'autres situations, telles que les psychopathologies, certaines conditions de santé, en particulier le VIH, et plus rarement les troubles de l'usage de substances, mais autres que le tabac. Il n'y a pas de travaux sur le tabagisme. Alors, qu'est-ce qui nous apprennent les rares travaux sur ce sujet-là? Tout d'abord, on observe en effet qu'il existe des stéréotypes négatifs concernant les fumeurs qui sont perçus comme irrespectueux. Par exemple, ils en ont rien à faire de déranger les autres avec leur fumée de cigarette, etc. Qui seraient également des personnes égoïstes, des personnes peu intelligentes. Il y a des signes de discrimination qui ont pu être rapportés dans différents domaines. Par exemple, sur les sites de rencontres, le fait de mettre un statut tabagique de fumeur diminue le succès amoureux. Mais c'est également le cas dans le cadre du recrutement professionnel. Il y a des travaux qui ont montré que s'il y a des indices qui montrent que quelqu'un est fumeur, ça diminue ses chances d'avoir un entretien, par exemple. Durant la grossesse en particulier, le tabagisme entre en contradiction avec des normes féminines et maternelles et semble donc particulièrement diabolisé. Certains auteurs ont suggéré, de façon assez ancienne, qu'il y aurait un genre de sentiment de propriété publique concernant le corps des femmes enceintes, ce qui permettrait à tout un chacun d'adopter des comportements que l'on considérerait assez inadaptés dans d'autres contextes, avec d'autres populations. Beaucoup de femmes enceintes le disent, on me touche, on fait des commentaires sur mon corps, qu'on ne ferait pas forcément à une autre femme dans une autre situation. Alors, quelles sont les conséquences du stigma public? Alors déjà, stigma public en population générale, j'entends.
Déjà, il faut rappeler que la stigmatisation, c'est lié intimement à des phénomènes de discrimination. Et ça constitue donc une problématique de justice sociale et une problématique éthique. De plus, la stigmatisation du tabagisme, en particulier durant la grossesse, ça favorise un faible soutien social de la part de l'entourage. Et c'est pourtant une ressource en termes de santé mentale périnatale et également une ressource pour aller vers le sevrage. Chez les professionnels de santé en particulier, il y a quelques travaux qui ont montré que la stigmatisation des personnes présentant un trouble de l'usage de substances, pas spécifiquement le tabac, mais les troubles de l'usage de substances, ça entraîne chez eux évidemment une moindre empathie et donc des soins de moins bonne qualité, un investissement moindre dans la relation avec le patient ou la patiente. Concernant l'autostigma, comme je l'ai dit précédemment, les personnes stigmatisées elles-mêmes, elles perçoivent qu'elles sont stigmatisées et parfois elles peuvent internaliser cette stigmatisation. La stigmatisation, c'est une thématique de recherche qui est pas nouvelle, qui est assez ancienne. Donc on a des travaux sur différentes populations où on a pu observer les effets délétères de l'autostigma en termes de santé psychologique et somatique, notamment via un moindre accès aux soins. Alors, c'est plus souvent étudié chez des personnes qui ont des psychopathologies, dans le cas de l'obésité, mais très peu dans le cadre de l'usage de substances et du tabagisme. Concernant le tabagisme, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de travaux, mais il est parfois suggéré, alors plus ou moins explicitement, qu'un petit peu de stigma, ça pourrait motiver les personnes à mettre un terme à leur consommation de tabac, et puis qu'au final, ça serait un mal pour un bien. C'est quelque chose qu'on peut parfois entendre. Alors, en effet, il y a certains travaux qui suggèrent que les individus qui se sentent stigmatisés peuvent rapporter une plus grande envie d'arrêter de fumer. Mais il y a d'autres études assez rares qui montrent que chez les fumeurs, la stigmatisation, ça favorise une plus grande réactivité physiologique au stress, des difficultés cognitives, de la réactance, de la dissimulation du tabagisme et même, dans quelques études, une consommation de tabac plus rapide. C'est-à-dire dans un contexte expérimental où il y a un message un peu stigmatisant, les participants à l'étude qui sortent de la salle d'expérimentation sont plus rapides à allumer leur cigarette. C'est particulièrement intéressant. Concernant les femmes enceintes fumeuses, alors ce qui ne manque pas, ce sont les travaux qualitatifs à base d'entretien, etc. Ce sont des femmes qui rapportent très souvent des sentiments dépressifs, de la culpabilité, de la honte. Et tout ça, ça pourrait rendre plus difficile leur sevrage. En plus, elles dissimulent assez souvent leur tabagisme, ce qui peut empêcher ou ralentir leur accès aux soins. On estime qu'on est à environ 23% des femmes enceintes fumeuses qui n'en parlent pas à leurs professionnels de santé, alors qu'en dehors de la période de la grossesse, c'est plutôt quelque chose comme 10%. Vous voyez, 25%, c'est un quart, c'est quand même conséquent. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager en termes d'intervention? Alors, comme je vous disais, il y a de la littérature sur les meilleures façons de diminuer la stigmatisation, mais c'est plutôt dans le cadre de la santé mentale, des psychopathologies. En tout cas, si on regarde cette littérature, une des stratégies privilégiées, ça consiste à combiner au sein d'une même intervention des éléments d'éducation. Alors, par exemple, ça peut être sur la schizophrénie, qu'est-ce que c'est, comment ça se présente, quelle est la prévalence, mais c'est aussi des éléments d'éducation sur la stigmatisation. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne. Et il y a également des éléments de mise en contact, qui permettent de favoriser l'empathie avec la population stigmatisée et puis souvent de remettre en cause certains stéréotypes, certains préjugés qu'on peut avoir. Alors, il y a de nombreuses méta-analyses qui confirment l'efficacité de ce type d'approche et on a aussi pu montrer que recourir à des interventions vidéo peut se montrer aussi efficace
qu'une intervention impliquant des contacts directs. Et évidemment, les interventions via vidéo sont beaucoup plus facilement implémentables, beaucoup moins coûteuses. Quelques études ont permis de montrer l'utilité de ce genre d'intervention, y compris via des vidéos, dans des populations d'étudiants en santé et également, dans une moindre mesure, de professionnels de santé. Pour finir, même si les travaux sont plutôt rares, il y a des chercheurs qui ont essayé d'appliquer ce genre de démarche aux populations stigmatisées elles-mêmes, notamment dans l'objectif de favoriser leur recours aux soins. Alors nous avons mené depuis 2020 2 projets de recherche consécutifs. Les 2 étaient financés par l'INCa. Le premier était en 2020, donc il visait à créer un outil de mesure de la stigmatisation utilisable en population générale, mais également auprès des femmes enceintes fumeuses elles-mêmes, parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment d'outils quantitatifs pour ce concept. Et qui dit pas d'outils quantitatifs dit pas de recherche quantitative. Notre deuxième projet, qui a débuté en 2021 et qui se termine incessamment sous peu, visait à développer justement une intervention vidéo anti-stigma. Alors, concernant ce premier projet de recherche, je me contenterai ici de vous présenter les résultats un peu importants, principaux, mais je vous invite à consulter nos publications sur ce projet de recherche qui reprennent l'ensemble des résultats avec beaucoup plus de détails, donc publiés dans Nicotine and Tobacco Research et dans Women and Health. Au cours de cette première étude, la première chose qu'on a faite, c'était de mener une enquête qualitative en ligne auprès de la population générale française. Il y avait 100 personnes qui ont rédigé toutes quelques lignes concernant ce que l'on pense, ce que l'on ressent et comment on se comporte face à une femme enceinte fumeuse. Ça nous a permis d'identifier des stéréotypes, des émotions et des comportements qui se manifestent en population générale, et on a ensuite pu les organiser en grands thèmes en fonction d'une analyse de contenu. Là, je vous ai mis quelques verbatims, mais ça dégoûte, mauvaise image pour cette femme, non-respect de son enfant, égoïste, point d'exclamation. Et encore, je vous passe, il y avait des termes beaucoup moins polis utilisés en population générale pour décrire ces femmes. Ici, je vous présente brièvement les thèmes qu'on a pu identifier. Par exemple, en termes de stéréotypes, on retrouve de façon pas étonnante des idées d'égoïsme, d'inconscience, de stupidité. Les émotions mentionnées comprenaient par exemple la colère, le dégoût, la tristesse. Et pour finir, on retrouve des comportements de persuasion, de blâme, de désapprobation, voire d'agressivité. Comme disait la personne avant, je ne me gênerai pas pour lui dire ce que je pense, que c'est une honte de ne pas vouloir le meilleur pour la santé de son bébé. Cette enquête qualitative, elle nous a ensuite permis de développer et de valider un premier questionnaire qui visait à évaluer la stigmatisation des femmes enceintes fumeuses en population générale chez monsieur et madame tout le monde. Pour ça, on a eu 342 participants. Et on a ensuite adapté et validé ce questionnaire pour un usage auprès des femmes enceintes fumeuses elles-mêmes, pour identifier leur perception de la stigmatisation par les autres, mais également leur internalisation de celle-ci. Et là, on a réussi à recruter un peu plus de 140 femmes. Vous pouvez voir ici quelques exemples d'items qui composent ces outils, qui permettent d'évaluer stéréotypes, émotions, comportements négatifs, mais également la détresse ressentie et enfin le fait de donner des conseils. Je vous prends un exemple, là, la première ligne, vous avez l'item relatif à l'idée d'irresponsabilité. En version stigma public, ça donnait « Je pense qu'une femme enceinte qui fume est une irresponsable ». Donc, est-ce que j'adhère plus ou moins à cette idée? En version auto-stigma perçu, c'était la femme elle-même qui pouvait dire «
parce que je suis fumeuse pendant ma grossesse, les gens pensent que je suis une irresponsable. Et enfin, pour la version internalisée, c'était des items comme parce que je fume pendant ma grossesse, j'ai l'impression d'être une irresponsable. Et on a fait ça pour l'ensemble des items pour s'intéresser aux différentes manifestations du stigma. Comme je vous ai dit de façon très résumée, de façon intéressante, on a remarqué que les scores de stigma publics en population générale étaient plus importants chez les hommes et chez les non-fumeurs, ce qui n'est évidemment pas étonnant, que chez les femmes et les personnes fumeuses. Chez les femmes enceintes fumeuses elles-mêmes, on a pu rapporter que percevoir chez les autres des émotions et des comportements négatifs, ils sont en colère, ils essayent de me faire culpabiliser, etc., c'était associé à une moindre intention d'arrêter de fumer. Donc, les comportements et les émotions vraiment purement négatives et négatifs ne favorisent apparemment pas la motivation à arrêter de fumer. Par ailleurs, avoir internalisé les stéréotypes, je me sens idiote, je me sens irresponsable, etc., ça favorise les comportements de dissimulation. Alors là, c'était dissimulation au sens large, à mes amis, à ma famille, à mon médecin. Et enfin, percevoir chez les autres des signes de détresse, les gens s'inquiètent pour moi, les gens sont tristes pour moi, mais c'était un peu à double tranchant, dans le sens où ça favorisait la motivation, le fait d'avoir des plans d'arrêter de fumer, mais ça favorisait aussi la dissimulation, ce qui est embêtant, puisque on l'a vu précédemment, ne pas en parler à son professionnel de santé, c'est la meilleure façon de pas avoir une prise en charge adaptée. Et pour finir, on a pu rapporter un taux de dépression très conséquent. Attendez, une petite seconde, j'ai une souris. Hop. Voilà, on a pu observer un taux de dépression assez important, de l'ordre de 40%, ce qui est vraiment conséquent, mais ce qui est cohérent avec ce qu'on retrouve dans des populations qui sont assez défavorisées socialement, alors qu'en population générale, on est plutôt aux alentours de 13%. Donc là, 40%, c'était évidemment important. Concernant notre deuxième projet de recherche, nous avons essayé de développer une vidéo qui combine, comme je l'ai présenté précédemment, une composante éducative sur les addictions et la stigmatisation, mais aussi des témoignages de femmes enceintes fumeuses qui avaient au moins un enfant de moins de 12 mois ou qui étaient actuellement enceintes. Pour pouvoir utiliser cette vidéo et la comparer à une condition contrôle, on a également développé une vidéo dite contrôle, un tout petit peu plus courte, et qui portait, elle, uniquement sur les risques du tabagisme pendant la grossesse et qui n'incluait pas de témoignage, voilà, qui était beaucoup plus standard. Donc une vidéo de 11 minutes qui est notre vidéo expérimentale et une seconde de 8 minutes qui sert de condition contrôle. À présent, je vais voir pour qu'on lance la vidéo et puis je reprends après pour vous expliquer les résultats qu'on a obtenus avec celle-ci. Autrefois, fumer, c'était quelque chose qui était considéré comme cool, tendance, à la mode, il y a 50 ou 60 ans. Mais aujourd'hui, on sait que la cigarette est un produit extrêmement dangereux et extrêmement addictif. On essaye au maximum de faire en sorte que les personnes ne commencent pas à fumer et que les personnes fumeuses diminuent au maximum leur consommation et idéalement qu'elles arrêtent de fumer. Certains spécialistes considèrent qu'on commence à regarder les fumeurs eux-mêmes de façon assez négative et certains parlent même d'un phénomène de stigmatisation. La stigmatisation, c'est le fait de coller une étiquette extrêmement négative à une personne en vertu de certaines de ses caractéristiques. Ces caractéristiques, ça peut être un physique particulier, hors norme, par exemple une personne qui est obèse ou qui a des cicatrices.
Ça peut aussi être le fait d'appartenir à une catégorie stigmatisée, par exemple une catégorie culturelle ou ethnique ou religieuse. Ça peut aussi être le fait d'être dans une situation qui est dévalorisée, par exemple le fait d'être schizophrène ou le fait d'être sans emploi ou encore de consommer des drogues. Cette stigmatisation, elle se manifeste de différentes façons. Déjà, il y a le fait de réduire la personne à son étiquette. Donc la personne, ce n'est plus Marie, Paul ou Pierre, c'est un schizophrène, une obèse, un drogué, par exemple. Et elle est extrêmement rabaissée, c'est-à-dire qu'on va lui coller tout un tas de qualificatifs, de défauts. Par exemple, on va considérer qu'une personne obèse est une personne fainéante. On va également avoir tout un tas de réactions émotionnelles face aux personnes stigmatisées. Par exemple, on va ressentir de la colère, du dégoût, de la peur. Et la personne, on va également avoir tendance à la mettre à l'écart. On va pouvoir éviter de s'asseoir à côté de quelqu'un parce qu'on sait qu'il a un traitement psychiatrique, parce qu'il est schizophrène ou bipolaire. Elle ne peut pas arrêter alors qu'elle est enceinte. Elle ne peut pas au moins s'empêcher de fumer pendant sa grossesse. Après, on voit au niveau du regard comment... Enfin, ce qu'ils pensent. Après, ils en parlent. Ouais, la maman, elle est enceinte, elle fume. Oui, un regard un peu méchant, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait à fumer enceinte? Les cigarettes et femmes enceintes, alors là, c'est tabou. Ah, tu fumes encore ou faudrait peut-être arrêter. Aujourd'hui, de façon générale, les fumeurs sont vus de façon assez négative, mais il y a un contexte dans lequel ils sont vus encore plus négativement, c'est dans le contexte où on est une femme et qu'on est enceinte. Ce qu'on entend souvent dire, c'est qu'elles n'aiment pas leur enfant, qu'elles ne s'en préoccupent pas, qu'elles n'ont pas d'attachement envers cet enfant, que ce sont potentiellement des mauvaises mères qui n'en ont un peu rien à faire du fait de devenir maman. En fait, on se rend compte que c'est faux, c'est extrêmement faux. L'écrasante majorité des femmes enceintes qui sont fumeuses, en fait, elles sont comme les autres femmes enceintes. Elles sont attachées à l'enfant qu'elles vont avoir, elles y pensent, elles lui parlent, elles ont hâte de devenir maman. Et également, souvent, on a l'idée que ce sont des femmes qui ne se préoccupent pas de la santé de leur enfant, qui ne sont pas informées quant au risque du tabac. Et en fait, de la même façon, la plupart des recherches qu'on a montrent qu'en fait, elles le savent. C'est là où on voit que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fume en étant enceinte que je n'aime pas mon enfant. Parce que je l'aime, parce que je l'ai désiré. On va aux échographies avec de l'anxiété en se disant là, cette semaine, j'ai beaucoup fumé. Est-ce que ça a fait quelque chose? C'est une angoisse de plus dans la grossesse. Et ouais, c'est super important. Nous, les enfants, c'est toute notre vie. Ils passent avant tout. De toute façon, on vit que pour eux. Donc, ouais, c'est super important. J'aurais pas pu vivre sans enfants, c'est pas possible. Où j'essayais de pas aller fumer, de retarder une cigarette, voilà, le plus possible, parce que je pensais aussi effectivement à mes enfants, mais c'est vraiment pas évident. Quand elles sont enceintes et qu'elles n'arrêtent pas de fumer, en fait, elles font comme la plupart des fumeurs, c'est-à-dire qu'elles essayent de pas trop y penser. Elles peuvent essayer aussi de minimiser le danger, de se dire oui, bon, c'est dangereux, mais bon, je fume pas beaucoup, je fume pas tant que ça. La plupart des travaux qui portent sur les fumeurs et les femmes fumeuses pendant leur grossesse montrent qu'ils ne sont pas très différents en fait du reste de la population, des non-fumeurs. Les fumeurs ne sont ni plus égoïstes, ni plus idiots que les autres. Ils souffrent d'une situation qu'on appelle l'addiction. Alors j'ai commencé à fumer à 13 ans. J'aimerais n'avoir jamais fumé. Comme ça, déjà, j'ai plus ce problème d'arrêter. Quand on commence, c'est horrible. Moi, je regrette vraiment d'avoir, ce jour-là, voulu essayer de fumer une cigarette. Non, c'est horrible. La majorité des études montrent que les personnes qui fument, y compris les femmes enceintes, notamment les femmes enceintes, souhaitent en fait arrêter et ne sont pas satisfaites de leur consommation de tabac. Du coup, on pourrait se demander pourquoi elles n'arrêtent pas. Est-ce que c'est une question de volonté? En fait, non. La majorité des gens qui, au cours du premier mois de grossesse, continuent de fumer, ont en fait une addiction au tabac. On sait que c'est une addiction, mais on ne se dit pas que ça va être aussi puissant parce que je ne me drogue pas et je me dis, en fait, c'est comme de la drogue. Et je me dis, quelqu'un qui va être accro à autre chose, à la cocaïne, ou peut-être qu'il va réagir pareil. Et c'est vrai que je me dis, ouais, c'est grave. Je suis très dépendante. Vraiment, si je fume pas pendant 2 heures, par exemple, je vais penser qu'à ça. Il va vite falloir que je fume. Et des fois, je me dis, mais pourquoi en fait? C'est vrai que je peux me passer d'une cigarette, mais non, j'y arrive pas. Je sais pas.
Ce qui caractérise l'addiction au tabac, c'est que c'est une maladie particulière, un état particulier dans lequel on est et où on n'a plus la possibilité de pouvoir contrôler son usage. C'est pour ça que malgré le souhait qu'ont les personnes qui fument et les femmes enceintes d'arrêter, de modifier, malgré leur motivation, malgré l'entourage, malgré l'encouragement que leur entourage et la société donnent, s'il n'y a pas une aide particulière, les personnes vont être en échec et la répétition de ces échecs, de ces tentatives d'arrêt qui ne marchent pas, désespère les personnes. Cette maladie, elle se caractérise par le fait que les gens ont, hors contexte, de façon inappropriée, des envies anormales qu'on appelle craving. Et donc il faut bien comprendre que la personne qui a une addiction et qui fume, c'est la première à être malheureuse. Quand on rencontre une femme enceinte et qu'elle fume, le plus vraisemblable est qu'elle ait déjà une addiction et donc il faut faciliter l'accès à une prise en charge thérapeutique professionnelle de cette addiction au tabac en utilisant des médicaments tels que les patchs avec l'aide apportée par le médecin traitant, la sage-femme ou, si c'est vraiment difficile, un accès à un addictologue spécialiste de cette situation particulière de la femme enceinte. Alors concernant la stigmatisation, il y a parfois l'idée que ça pourrait être en fait un peu utile de stigmatiser les gens pour les aider à adopter des comportements de santé plus positifs. Quand on est stigmatisé, on se sent mal, on est en détresse et pour s'engager dans l'arrêt du tabac, en fait, il faut avoir des ressources, il faut se sentir bien, il faut se sentir soutenu. Les médecins, les sages-femmes eux-mêmes peuvent avoir des opinions, des attitudes stigmatisantes. Quand ils vont recevoir, par exemple, une femme enceinte qui fume, ils vont peut-être se montrer moins empathiques, ils vont peut-être moins la comprendre, l'écouter, la respecter. Ça crée des inégalités dans les soins et ça fait que, potentiellement, les femmes enceintes qui sont fumeuses ne vont pas forcément le dire à leur médecin. Et ça, c'est un vrai problème parce que pour arrêter de fumer, il est très important d'être bien accompagné. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des sages-femmes qui ne comprennent pas du tout, qui me disent « mais vous êtes inconsciente de fumer ». Voilà, c'est plus avec dégoût. On se dit « mais pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle me l'a dit? Pourquoi elle n'est pas pédagogue? Pourquoi elle ne me conseille pas ?» Vraiment la leçon de morale et la culpabilité, oui. Donc la stigmatisation, ça amène les gens à avoir honte et à se cacher. Potentiellement même à fumer plus, parce que je me sens mal, et comme je me sens mal, je fume. C'est véridique. Là, la dernière fois, mon compagnon m'a dit oui, tu vas fumer encore une cigarette et tout, mais j'en ai fumé 2. Mais même pas pour l'énerver à lui, c'est que ça m'a énervé qu'il me fasse un reproche et que j'ai fumé ma cigarette et j'en avais encore envie d'une. Donc j'en ai refumé une. Alors qu'en temps normal, j'en aurais fumé qu'une. Enfin, c'est vraiment un regard noir, méchant, qui nous fait culpabiliser et voilà, qui nous rend encore plus mal et pour le coup qui redonne envie de fumer derrière. En France, beaucoup de femmes fument pendant la grossesse. En 2016, 17% des femmes fumaient au moins une cigarette par jour au 3e trimestre de la grossesse. La fumée et la cigarette sont très dangereux pour la femme et pour l'enfant. Lorsque la femme fume pendant la grossesse, le monoxyde de carbone traverse le placenta. Il atteint le fœtus qui a du coup moins d'oxygène pour se développer. Quel que soit le moment choisi pour diminuer ou arrêter la consommation de tabac, il y aura toujours un effet positif. Un effet positif pour la mère et même pour le fœtus. On peut diminuer les retards de croissance intra-utérin, les risques de syndrome de sevrage à la naissance et pendant la grossesse, on peut diminuer le nombre d'accouchements prématurés et le risque de mort fétale. Arrêter de fumer, ça a tout un tas d'effets extrêmement bénéfiques pour la femme et son enfant qui va naître. Mais on sait qu'il ne faut surtout pas stigmatiser les femmes qui fument pendant leur grossesse, qu'il ne faut surtout pas les discriminer ou les faire se sentir mal. Ces femmes sont en fait dans une situation particulière qu'on appelle l'addiction, qui fait qu'elles ont besoin d'accompagnement, de soutien, d'aide et de notre empathie pour arrêter de fumer et qu'il existe des méthodes, des moyens qui peuvent les aider plutôt que de les faire se sentir mal et de les stigmatiser. Okay. J'espère que ça vous a plu. Il y a des éléments évidemment que j'ai présentés qui sont redonnés dans la vidéo. Là, on a des petits extraits
des entretiens qu'on a pu avoir avec les 5 femmes qui ont accepté de témoigner. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au total, on a quasiment 5 heures en fait d'échanges avec elles sur des thématiques diverses et variées. Mais évidemment, pour faire une intervention implémentable, utilisable, 10 minutes, c'est déjà long. On s'est limité à ça. Ensuite, une fois qu'on a développé, alors cette vidéo-là, pardon, et la vidéo contrôle que je ne vous ai pas montrée parce que bon, elle est par définition moins intéressante. Nous avons recruté des étudiants en santé à travers plusieurs universités, 5 universités et des écoles de maïeutique un peu partout en France. Ça a été assez vite, entre décembre 2022 et février 2023. Les étudiants ont été sollicités via mail et puis dans certains cas, il y avait un message posté sur l'ENT, leur université, enfin des choses comme ça. Ils ont été sollicités au moment de l'intervention. En fait, ils ont rempli un certain nombre de questionnaires, parmi lesquels, évidemment, la Pregnant Smoker Stigma Scale qu'on avait développée précédemment, et quelques items pour évaluer leurs intentions d'aborder le tabagisme et leur auto-efficacité pour le faire. Et après avoir fait ça en ligne, donc ils étaient aléatoirement répartis, soit dirigés, soit vers la vidéo expérimentale, soit vers la vidéo contrôle, et ils étaient à nouveau sollicités 7 jours et 30 jours après leur participation initiale. Alors, on a construit 2 échantillons différents. Le premier échantillon que vous avez à gauche comprenait 489 étudiants et étudiantes. C'était les étudiants qui avaient au moins rempli le questionnaire sur la stigmatisation, mais qui n'avaient pas forcément été au bout de l'étude. Et le second échantillon, qui était plus restreint à droite, il comprenait, lui, 252 étudiants et étudiantes qui ont rempli tout le protocole et regardé la vidéo et qui nous avaient donné une adresse mail pour qu'on les recontacte. En fait, on a quand même voulu utiliser les participations un peu incomplètes parce qu'il y avait quand même statistiquement de quoi faire. 80% des étudiants qu'on a recrutés, à peu près, c'était des étudiants en médecine. Et évidemment, tous les étudiants en maïeutique étaient des étudiants d'eux. On a eu un homme, mais évidemment, on a dû l'enlever des statistiques parce qu'on n'avait pas suffisamment d'hommes en maïeutique. J'imagine que c'est un grand classique. 70% de ces étudiants, c'était des étudiants de premier cycle, donc plutôt junior, vraiment, en début de cursus. Et moins de 15% de ces étudiants étaient des fumeurs, soit quotidiens, soit occasionnels. C'est vraiment pour résumer. En utilisant notre échantillon le plus large, celui qui comprenait presque 500 étudiants, on a obtenu un certain nombre de différences intéressantes entre les étudiants en fonction de leur genre et de leur cursus. De façon générale, les étudiants en médecine, hommes ou femmes, qui sont en bleu et en orange, donc à gauche, en bleu et en orange, ils rapportent plus de stéréotypes, plus de comportements négatifs, plus de détresse que les étudiantes en maïeutique, qui sont en jaune. En revanche, tout à droite, vous pouvez voir que les étudiantes en maïeutique, toujours en jaune, ont un petit peu moins l'intention d'aborder le tabagisme avec leurs patientes, bien que l'effet là soit bien moindre, mais il y a peut-être quelque chose. On observe également que chez les étudiants en médecine, les hommes et les femmes se distinguent en matière de comportement. C'est le deuxième graphe. On observe que les hommes en bleu rapportent plus de comportements négatifs que les femmes en orange. Donc, on a à la fois des effets liés au cursus, au parcours d'études, mais on a aussi des effets peut-être spécifiques au genre, qui vont donner lieu à des hypothèses et des travaux intéressants par la suite. À titre d'exemple, on avait presque 20% des étudiantes en maïeutique
qui disait que les femmes enceintes fumeuses étaient égoïstes. Alors attention, ça veut dire qu'elles étaient au moins un peu d'accord avec cette idée. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles y adhéraient massivement. Et dans tous les cas, 20% adhèrent au moins en partie à cette idée, alors que c'est le cas de 50% des étudiantes en médecine, des femmes. Donc vous voyez, en termes de cursus, bon là évidemment, j'ai pris un exemple très marqué, mais on a des différences vraiment pertinentes. Et concernant les étudiants en médecine, les hommes ont rapporté à 30% qu'ils pourraient réprimander verbalement une femme enceinte fumeuse, pas forcément dans le cadre professionnel, hein, c'était une question générale, alors que c'était le cas de seulement 10% de leurs homologues féminines. Donc, on a également des différences marquées entre hommes et femmes au sein d'un même cursus. En utilisant cette fois-ci, notre échantillon plus restreint, incluant les étudiants qui avaient été jusqu'au bout de l'enquête, concernant l'efficacité de l'intervention, on a pu observer une diminution des scores de stéréotypes. Donc, je pense que ce sont des personnes justement égoïstes, stupides, inconscientes, etc. Et cet effet, il était clairement plus important dans le groupe qui avait visionné la vidéo expérimentale. Donc, ce sont les traits en continu, tandis que pour la vidéo contrôle, ce sont les traits en pointillés. On était aussi assez contents parce que cet effet, il était présent à 7 jours. 7 jours, c'est vraiment du très court terme, mais il était encore présent 30 jours après l'intervention, ce qui est déjà un petit peu plus intéressant, bien que bien sûr, il faudrait regarder 6 mois après si ça se maintient dans le temps. Et statistiquement, on a regardé, il n'y avait pas de différence en fonction du genre et du cursus d'études. Donc une utilité de la vidéo qui pourrait être valable dans différents cursus et pour différents genres. En discussion, guise de conclusion, je pense que je suis dans les temps. Alors tout d'abord, nos recherches, elles nous ont évidemment permis de développer des outils d'évaluation du stigma public et de l'autostigma, et nous espérons, j'espère, que ça pourra impulser, encourager des travaux quantitatifs sur ce sujet, qui sont, à ma connaissance, ceux-ci sont les premiers de ce genre. Au-delà de la création d'outils, hein, qui est évidemment intéressant mais ne fait pas tout, on a pu contribuer à enrichir la littérature concernant les effets complexes de l'autostigma du tabagisme. Et comme je disais, à notre connaissance, c'est les premiers travaux quantitatifs de ce genre concernant le tabagisme pendant la grossesse. L'intervention, elle s'est montrée efficace. On pourrait donc imaginer de l'utiliser dans le cadre de la formation d'étudiants. Et nos résultats suggèrent qu'il y aurait sans doute un accent à mettre sur les étudiants en médecine plutôt que sur les étudiantes en maïeutique, et en particulier sur les jeunes hommes. On pourrait imaginer que ça soit un visionnage de vidéos qui soit intégré dans un cours plus large avec peut-être plus d'informations techniques, vraiment purement biomédicales sur par exemple les méthodes de sevrage. En termes de perspective, il nous semblerait nécessaire d'examiner le stigma chez les professionnels de santé. Parce que nous, là, on était chez les étudiants. C'est intéressant, ce sont de futurs professionnels. Mais il y aurait quand même intérêt à travailler sur les professionnels de santé et en particulier sur l'impact du stigma sur les pratiques rapportées par les professionnels. Néanmoins, on sait qu'étudier les intentions et les pratiques, c'est une difficulté majeure. Là, on a pu s'en apercevoir avec nos étudiants en santé, chez lesquels on avait des beaux effets plafonds. En gros, ils disaient tous ah oui, moi plus tard, je parlerai du tabac avec toutes mes patientes, je le ferai. En d'autres termes, c'est une assez bonne nouvelle. Les étudiants, ils sont pleins de bonnes intentions.
et ils savent que le tabac pendant la grossesse, c'est une thématique, un sujet important. Mais c'est évidemment très difficile de savoir si ces intentions, elles se transformeront en pratique sur le terrain et surtout en pratique adaptée, en pratique efficace. Nous, là, on n'a pas accès à ces informations-là. C'est d'autant plus intéressant que concernant la méthode des 5A, vous savez, avec demander, conseiller, etc., il y a des travaux qui ont montré que les professionnels souvent font les premières étapes du modèle, à savoir ils demandent et ils disent « est-ce que vous pouvez ?» Il faudrait pas. Et souvent, ça s'arrête là et ça ne va pas sur les étapes de proposition de traitement, de suivi, etc., d'évaluation de la motivation. Et je pense que s'il y a des dimensions sur lesquelles le stigma pourrait impacter, ça serait peut-être particulièrement celle-ci, parce que c'est vrai que dire « est-ce que vous fumez ?» il faudrait pas, c'est peu coûteux. Ce qui est plus difficile, c'est les étapes suivantes. Et en tout dernier lieu, il y a beaucoup de travaux sur le stigma sur d'autres populations qui ont montré qu'il existe très souvent un écart entre le stigma explicite, déclaré, ce que je dis, que je pense d'une population, et le stigma qu'on va dire implicite, qui se manifeste à travers des comportements plus subtils, observables dans des contextes expérimentaux. Par exemple, moins regarder la personne, s'asseoir plus loin d'elle, dédier moins de temps à une consultation. Et ça serait certainement judicieux de combiner les deux approches parce que le stigma explicite ne nous donne qu'une petite partie du phénomène et avoir des indicateurs plus implicite serait très certainement extrêmement intéressant. Je terminerai en vous exposant un très bref appel à la participation. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette vidéo-là, on a aussi la volonté d'essayer d'utiliser avec des femmes enceintes fumeuses elles-mêmes, population souvent difficile à recruter, d'autant que là, il y a un suivi à 7 jours et à 30 jours, donc c'est pas évident. On voudrait avoir 50 participantes, on est à peine à 25 et encore, on a mis quasiment un an à les recruter. Donc n'hésitez pas si dans votre pratique, dans le service où vous êtes, vous auriez la possibilité de distribuer des flyers à vos patientes. Il y en a sur un des stands de la conférence et sinon je peux, si vous me contactez par mail, vous en faire envoyer un paquet avec l'idée de le diffuser évidemment à des patientes fumeuses connues, mais aussi à des patientes qui ne sont pas forcément identifiées comme fumeuses. À Bordeaux, on a essayé de le distribuer en fait à toutes les patientes accueillies, parce que comme je l'ai dit précédemment, elles sont très nombreuses à ne pas être identifiées. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, participer. Je vous remercie pour votre attention et j'essaierai de répondre à vos questions.